Je voudrais avertir les États-Unis et le régime israélien que s'ils ne mettent pas immédiatement un terme aux crimes contre l'humanité et au génocide à Gaza, et la région deviendra incontrôlable. Les conséquences retomberont sur les auteurs et les responsables de cette guerre. Nous allons entrer dans la bande de Gaza. Nous partons en mission d'opération pour tuer les agents du Hamas, détruire le Hamas. Nous garderons en tête les images, les souffrances de ceux qui sont tombés il y a 2 semaines. Gaza est surpeuplé et très complexe. Les ennemis sont nombreux et préparés, mais nous nous préparons aussi. Vous êtes formés, utilisez toutes les capacités acquises dans l'armée. Soyez courageux, restez confiants et déterminés. Inspirez vos camarades. Avec cet esprit, vous garantirez la victoire. Avec votre professionnalisme, vous déterminerez du résultat. Je crois en vous. C'est un peu un discours à la Churchill, c'est-à-dire qu'en fait, il ne leur présente devant eux, effectivement, un peu du sang et des larmes. Nous sommes inquiets et nous faisons partie de cette bataille. Qu'il soit clair que chaque fois que des événements se produisent et que quelque chose survient qui nécessite une intervention plus importante de notre part, nous le ferons. Nous disons à tous ceux qui nous contactent de mettre fin à l'agression afin que ses répercussions et ses possibilités d'expansion cessent. Mais tant que l'agression continue, personne ne peut garantir quoi que ce soit. אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. Alors, nous assistons ce soir à une escalade. Il faut bien dire que l'Iran, évidemment, a des intérêts à se présenter en champion anti-israélien dans le monde arabe. Dans beaucoup de rues arabes, là on dit bravo l'Iran. Oui, parce qu'ils ont pris un peu le lead de l'Oumma, de la communauté musulmane, même devant l'Arabie Saoudite, justement dans ce combat contre l'Occident, contre les pays européens et contre Israël, évidemment. Donc en fait, suite d'ailleurs au bombardement, ou en tous les cas à l'explosion qui a eu lieu dans la cour de cet hôpital, la rue arabe s'est soulevée et ils en ont récupéré tous les bénéfices. Avec, j'allais dire, une communication du Hamas très puissante, une désinformation, une propagande très forte. On rappelle d'ailleurs que le renseignement militaire français, vos successeurs, mais enfin c'est toujours vous, ont bien précisé qu'après enquête, aucun signe pourrait incriminer Israël. De plus en plus, d'ailleurs même, je crois une agence de presse américaine, après révision des vidéos, dit oui, c'est vraisemblablement une roquette qui a explosé un vol et qui effectivement est tombée dans la cour de l'hôpital. Donc oui. Philippe Gély. Je pense que les Iraniens sont un peu coincés par leur propre jeu parce qu'ils ont fait l'analyse, ils ont encouragé et actionné le Hamas à déclencher cette attaque terrible et ils faisaient l'analyse que Israël était à un niveau de faiblesse rarement atteint, divisé par ses fractures internes, etc. Et en gros, toute cette épreuve de force vise à les faire lâcher le Hamas en rase campagne, alors qu'ils leur ont promis le soutien jusqu'au bout. Si le Hezbollah n'agit pas, si l'Iran ravale sa rhétorique et finalement n'intervient pas, eh bien le Hamas se retrouve tout seul à Gaza face à la puissante armée israélienne. Et pardon, il faut bien se mettre dans la tête des Israéliens. Cet homme-là, le guide suprême iranien, Khamenei, et aussi Raisi, tous ces gens-là, à longueur d'année, disent « nous voulons détruire Israël ». Donc évidemment, on imagine pour les Israéliens, c'est pas théorique. Tout ça c'est pas lointain et ça n'est pas théorique. C'est pas théorique, mais quand on dit on va aller couper la tête du serpent en Iran, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout en ce moment. C'est-à-dire que Israël n'a objectivement pas besoin d'une diversion supplémentaire et d'ouvrir un front direct avec l'Iran. Même si, je pense qu'ils s'en passeraient. Même si Israël a déjà montré par le passé sa capacité à aller bombarder l'Iran et à détruire les sites d'enrichissement de l'uranium. Alors pas des virus par des attaques et des hackings, mais également, militairement parlant, par des bombardiers. Et d'ailleurs, ce soir, Israël dit bien qu'ils sont prêts à ouvrir plusieurs fronts, éventuellement le front iranien et un front avec le grand allié des Iraniens qui sont le Hezbollah. Et de fait, c'est une armée en guerre depuis 48. Donc ils ont l'habitude de cette guerre. Alors c'est une guerre faite d'escarmouches, c'est une guerre, la dernière en 2014 contre le Hamas avec ce nom d'opération qui s'appelait Bordure protectrice. De fait, c'est un militaire qui a eu l'habitude
de faire cette guerre, et tous ces chefs d'état-major de l'armée israélienne, en fait, après ont des rôles politiques, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le domaine politique et ils deviennent ministres, voire chefs d'État, comme Netanyahou, par exemple, était un ancien officier des forces spéciales israéliennes. Ça se mêle, n'est-ce pas? Chez eux, souvent, la politique et les militaires se mêlent. C'est dire aussi la tonalité de ce qu'on est en train de vivre. Oui, les grands généraux basculent très vite dans la politique une fois leur carrière terminée, et parfois en font même dans leur fonction militaire. Et tout à l'heure, on aura en direct plus tard dans cette émission Mike Herzog, qui est l'ambassadeur d'Israël à Washington et qui était lui-même général d'armée. Ce qui me frappe tout de même, j'ai vécu en Israël il y a une vingtaine d'années, il y a un doute qui pèse sur cette armée et qu'on ressent, que le pays ressent. Comme vous le dites, c'est un pays très aguerri par rapport à nous, mais tout de même, depuis une ou deux décennies, ils ont pris l'habitude de faire la guerre à distance, d'avoir une supériorité technologique, cette perspective d'une guérilla urbaine, d'une guerre rue par rue, avec finalement un nombre, enfin je parle sous le contrôle du colonel Goya, mais de forces vraiment aguerries, de quoi 30 000, peut-être un peu plus. Il y aura à peu près 30 000 hommes à l'assaut de Gaza. Voilà. Mais en même temps, si en face, voilà, c'est ça, il y en a presque autant. La force qui est retranchée dans un contexte de guérilla urbaine, avec un terrain qui a été miné, etc., 30 000, ça suffit pas. C'est une opération très, très dangereuse. On est sidéré du retournement de situation. Israël, qu'on voyait comme invincible, eh bien, il y a une supériorité israélienne, mais il y a en même temps une crainte existentielle qui apparaît comme jamais. Oui, bien sûr. Alors forcément, en plus, il y a une histoire particulière quand même de l'Israël, du peuple juif. Et donc chaque coup, chaque massacre, en réalité, résonne beaucoup plus qu'ailleurs. Dans le fond, l'existence d'Israël n'est pas véritablement menacée, mais c'est perçu comme ça. Maintenant, pour revenir à l'armée israélienne, c'est une armée qui a qui a énormément investi dans la guerre à distance, dans la haute technologie, dans la capacité de frappe, etc. Mais beaucoup moins dans ses forces terrestres, ses opérations terrestres. La dernière opération terrestre menée à grande échelle, donc c'était en 2014, ça a duré 3 semaines, ça s'est pas forcément super bien passé. Ça a été très meurtrier, 3 semaines de combat terrestre, 66 morts pour avancer de 3 km à l'intérieur de Gaza. La précédente grande opération terrestre, c'était au sud Liban contre l'Hezbollah, c'était un échec. Et c'est une armée, on l'a déjà dit, c'est une armée qui est jeune, qui se renouvelle énormément. Donc ceux qui ont connu le combat de 2014, il n'y en a plus beaucoup en réalité. Et puis l'incertitude. Regardez, je vous parlais tout à l'heure de ces animations du Washington Post. Ce qui va se passer dans Gaza, quand on voit les barricades qui vont devoir affronter, beaucoup des ruines qui sont tombées, en réalité, voilà, c'est ce qu'on voit ici, servent déjà ou vont servir pour empêcher. Juste un mot, s'il vous plaît. Alors, c'est la 3e conquête de Gaza par les Israéliens. La première, c'était la guerre de 56, une journée de combat. La deuxième, c'était la guerre des 6 jours, une journée de combat face à l'armée égyptienne et une division palestinienne. Là, ça va prendre des semaines. Parce qu'on est face à des combattants beaucoup plus motivés, des dizaines de milliers de combattants, de bons fantassins. Islamistes, prêts à mourir. Oui, c'est ça. Ça fait toute la différence d'un point de vue militaire. Donc les combats seront beaucoup plus acharnés. Les combats, ils sont en plus, depuis cette époque, la ville est beaucoup plus importante, plus dense, humainement, plus dense dans les rues. Vous aurez ce sera une défense de zone, c'est-à-dire qu'il y aura des blocs, des quartiers complets qui seront travaillés. Vous avez des zones qui seront complètement piégées, des maisons qui seront complètement bourrées d'explosifs. Vous avez dans tous les toits, vous saurez, enfin pas les toits parce qu'ils seront tirés par les Israéliens, mais dans les étages supérieurs, vous aurez forcément des tireurs anti-chars qui vont tirer sur les toits des véhicules. Vous avez des snipers un peu plus bas. Vous avez des commandos en dessous qui vont essayer de combattre en souterrain, en surface, qui vont harceler les Israéliens, qui seront obligés de pénétrer en force par des colonnes blindées, ultra protégées, et qui avanceront 100 mètres par heure, grand maximum. Donc ça va être un combat très, très méthodique, très long. Ensuite, il faudra fouiller les maisons, combattre dans les maisons, dans les tunnels. Et donc c'est un combat à plusieurs centaines de morts. Hein. Si on fait le devis de l'opération, en général, le militaire, quand on prépare l'opération, on dit, voilà, monsieur le président, monsieur le premier ministre, on estime que ça va coûter ça. Mais ça, il faut compter 300, 400 morts, ne serait-ce que pour conquérir simplement Gaza. Vous articulez des chiffres terrifiants. Du point de vue israélien, 300, 400 morts en plus des 1400 morts causés par les attaques islamistes du 7 octobre. Oui, et bien non, on arrive au niveau des conflits les plus importants d'Israël. La guerre du Kippour, c'est 2500 morts, par exemple, dans l'armée. Ce qui est la vraie différence, c'est que les combattants du Hamas sont prêts à mourir et s'en fichent, en fait. Et donc, contrairement à un soldat israélien qui est prêt à mourir, oui, mais enfin, en tous les cas, va tout faire pour rester en vie. Il y a une petite différence. Donc, en fait, effectivement, ça donne effectivement une plus-value aux combattants du Hamas, évidente, surtout qu'il va être en défensive.
donc il va consommer toutes ses cartouches et quitte à se faire exploser à la fin. Donc en fait, pour les Israéliens, d'où le temps qui est pris pour préparer cette attaque. D'abord, ça met à niveau les réservistes qui l'étaient moins, et surtout ces réservistes, il va falloir un jour les remettre dans l'économie israélienne, parce que l'économie israélienne, forcément, en pâtit aujourd'hui. Et plus longtemps ça dure, moins c'est bien pour l'économie israélienne. Et c'est, je crois, la difficulté très bien décrite de cette opération à Gaza qui rend d'autant plus dangereux l'hypothèse d'un réchauffement du front nord. Parce que si effectivement l'Iran active le Hezbollah au nord, et s'il l'active de manière nouvelle, inattendue, par exemple, pas seulement des Katyusha, mais peut-être aussi des incursions, des raids, etc. Et tombe à l'instant cette nouvelle à prendre au conditionnel encore, parce que c'est selon le groupe palestinien Al-Qassam, dans ce qui semble être une des premières escarmouches dans les deux camps, cette fois à l'intérieur même de Gaza, des combattants du Hamas auraient affronté des troupes israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, ce qui montre une intervention terrestre ou une intervention commando dont vous parliez, mais en tout cas, il y a une progression qui se déroule en ce moment sous nos yeux. C'est-à-dire que, oui, ce que je disais tout à l'heure, ils vont préciser le renseignement, sans doute, par petits groupes d'hommes, avant de l'offensive principale. Parce que c'est pas, ce petit groupe d'hommes va pas changer le caractère de l'offensive, en réalité. Mais c'est bien pour ça que les Américains, également, renforcent leurs troupes. C'est que les Américains ne peuvent pas penser que les Israéliens perdent. Donc, parlons-en. Ce renforcement. Parlons-en, cet impressionnant renforcement américain. On écoutait tout à l'heure la déclaration tellement spectaculaire de Lloyd Austin, on peut peut-être même la relire. Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain, qui dit « Attention, à un certain seuil, nous pourrons intervenir à ceux qui chercheraient à élargir le conflit. Notre conseil, ne le faites pas. Nous n'hésiterons pas à agir en conséquence. » Disons un mot de l'ampleur de ce déploiement américain. Les porte-avions, 60 000 hommes, toutes les bases américaines dans la région. À destination de qui, très exactement ? Là, le ce du message, c'est l'Iran, évidemment. On parlait de l'obsession israélienne de l'Iran. Moi, la première fois que je suis allé en 2004, les militaires israéliens me disaient le problème palestinien est terminé. Nous, notre vrai problème, c'est l'Iran. 2004. Et chez les Américains aussi. Attention, il y a beaucoup de militaires américains pour qui l'Iran est un ennemi majeur. Donc le dispositif, en fait, il est déjà ultra puissant au Moyen-Orient. Vous avez 70 000 soldats américains qui sont déjà présents dans toutes les monarchies du Golfe, qui sont en Syrie, ils sont en Irak, etc. Donc ils ont déjà des moyens considérables. Là, vous rajoutez évidemment 2 porte-avions énormes. Le Charles de Gaulle, il peut rentrer dans le porte-avions Gerald Ford. C'est incroyable. Ah vraiment, on peut mettre le Charles de Gaulle à l'intérieur. 112 000 tonnes. Et c'est pratiquement la moitié de l'armée de l'air française. Hein. Sur les 2 porte-avions, c'est pratiquement la moitié de l'air française. Donc oui, c'est un déploiement de force évidemment considérable qui est destiné à être utilisé éventuellement contre l'Iran.